c'était mieux avant. Mais s'il y a eu progrès, ça ne peut pas avoir été mieux avant. Et d'ailleurs, lesquels d'entre nous seraient capables psychiquement de retourner dans le passé en connaissant la suite de l'histoire? On n'arrête pas le progrès aujourd'hui, c'est le constat le plus pessimiste qui soit, et qui signifie que finalement nous avons perdu les commandes, nous avons perdu l'initiative. Ce progrès que nous maîtrisions dans l'esprit des Lumières, eh bien, ce progrès, il nous a échappé. Je crois qu'il y a 20 ans, on a commencé à croire ce qu'on savait, parce que la crise du progrès, la crise de l'idée de progrès, elle ne remonte pas à il y a 20 ans, elle remonte au moins aux années 70. Le rapport Meadows, le Club de Rome, qui en 1972 met en évidence la limite de la croissance. 1974, la fameuse crise du pétrole qui provoque une espèce de traumatisme auquel on réagit à l'époque de manière un peu euphorique. On peut se rappeler le slogan « On n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». Donc il y avait une espèce encore de dynamique devant la réalité, et la réalité qui n'était pas favorable au progrès. Et puis dans les années 80, je me souviens du slogan qui entourait Tapi, c'était « Vive la crise ». Vive la crise, ça a été un événement médiatique assez considérable. Et c'était l'idée selon laquelle la crise, c'est toujours positif. La crise, c'est toujours l'annonce d'une rééquilibration. Et par conséquent, la crise peut redonner du peps, si on peut dire. Donc, il y a 20 ans, on héritait forcément de ces révélations concernant la fragilité de cette idée de progrès, mais à cette époque-là, donc dans les années 2000, enfin le début des années 2000, l'euphorie a disparu, le public est de plus en plus convaincu qu'effectivement le progrès n'est plus une évidence. Il aura fallu donc une bonne trentaine d'années, c'est là ce qu'on appelle la fin des 30 glorieuses. Il aura fallu une bonne trentaine d'années pour que on métabolise cette idée que le progrès, c'est une notion finalement très très relative. C'est une notion relative à l'Occident, qui n'est pas partagée par conséquent dans d'autres contrées du monde. Le progrès, c'est une espèce de parti pris de nos sociétés productivistes, mais il suffit qu'on prenne du champ par rapport à cette obsession de la productivité pour que le progrès ne soit pas une valeur, mais au contraire une anti-valeur, etc. Je me souviens que au début des années 2000, on essaie de relire Pierre Clastres, cet ethnologue des Indiens d'Amérique du Nord, qui avait écrit ce grand livre « La société contre l'État », dans lequel il montrait que finalement les sociétés indiennes non seulement n'ignorent pas l'histoire, mais mettent tout en œuvre pour bloquer l'histoire, la valeur étant précisément la répétition des traditions et non pas la fuite en avant moderniste qui nous caractérise. Donc, pour résumer et engager peut-être le dialogue, je crois qu'il y a 20 ans, l'idée que le progrès n'est pas une évidence naturelle, cette idée, elle est répandue et elle nous met au défi aujourd'hui de savoir ce qu'on peut faire du futur si le futur n'est plus dans la continuité d'une progression qui nous conduirait vers un meilleur. Il y a 20 ans, on venait de passer l'an 2000. L'an 2000 avait servi d'horizon projectif pour les générations d'avant. Il était même configuré à l'avance. Moi, je me souviens que quand j'étais adolescent, dans les magazines qu'on recevait chaque semaine, il y avait des dessins représentant l'an 2000, dans lesquels on nous expliquait comment on allait voyager, communiquer, travailler, se nourrir. C'était un horizon crédible et attractif, au point d'ailleurs que certains d'entre nous avaient hâte d'être vieux. Et le passage de l'an 2000 nous a éloignés de cet horizon et on a eu du mal à fabriquer un nouvel horizon projectif. On était plutôt dans la phase de descente. Le progrès était
problématisé. On se posait la question de savoir s'il existait vraiment. Mais le mot progrès est encore un peu utilisé. Un peu plus tard, avec un Gérald Bronner que vous connaissez, sociologue, à l'Académie des technologies, on a utilisé un logiciel qui compte l'occurrence des mots dans les discours publics. Pas du tout dans les réseaux sociaux, mais dans les discours, disons, institutionnels. Les discours des candidats aux élections présidentielles, etc. Et ce qu'on a vu, c'est des choses que nos oreilles avaient déjà entendues, à savoir que le mot progrès a finalement disparu des discours publics. Il a perdu sa majuscule après la Deuxième Guerre mondiale. Il a commencé à décroître en fréquence en 1980. C'est vrai aussi dans d'autres pays européens, pas forcément aux mêmes dates, mais la tendance était la même. Et il a été remplacé complètement par le mot innovation au début du XXe siècle. XXIe siècle, pardon. Et évidemment, on pourrait dire finalement, on a remplacé le mot progrès un peu daté par un mot plus moderne, l'innovation. Et en fait, c'est le contraire. Le mot innovation est un très vieux mot qui avait été abandonné et qui a repris du service à cette époque. Et quand on regarde les rhétoriques dans lesquelles autrefois on insérait le mot progrès et qu'on les compare aux rhétoriques dans lesquelles aujourd'hui on insère le mot innovation, on se rend compte, c'est un travail que j'ai fait avec Vincent Montand, philosophe, on se rend compte que nos façons de parler d'innovation ne rendent pas justice à l'idée de progrès. Et pour le faire court, l'idée de progrès s'appuie sur l'idée que le temps qui passe est constructeur. Il est complice de notre liberté, de notre volonté. Finalement, plus il y aura de temps qui aura passé dans le futur, mieux ce sera. À condition de travailler, évidemment, à faire advenir ce futur désirable qu'on a configuré à l'avance. Alors que l'innovation s'appuie implicitement sur l'idée que le temps qui passe est corrupteur. Il dégrade les situations, il aggrave les défis qu'il faut relever. Et quand l'Europe a décidé, après avoir été mise sous la coupe du traité de Lisbonne, Société de la connaissance, en 2010, elle décide d'être l'union de l'innovation à l'horizon 2020, donc c'est un horizon sur 10 ans, c'est quand même pas beaucoup. Elle produit un texte de 53 pages dans lequel le mot innovation est cité 307 fois. Le mot progrès n'est pas cité. Et les premières phrases de ce texte ressemblent beaucoup aux phrases de Francis Bacon dans son Essais et conseils civils et moraux qui date du XVIIe siècle, donc avant le siècle des Lumières. En fait, on dit, voilà, l'Europe est mise devant des défis dont la gravité augmente à mesure que le temps passe. Donc il y a, je crois, la raréfaction des ressources, le changement climatique, la baisse de compétitivité des entreprises, etc. Et l'Europe a compris qu'elle ne pourra relever ces défis que grâce à l'innovation. Et donc, c'est l'état critique du présent qui justifie nos actions, et non plus une certaine idée préalable qu'on se ferait du futur qui le rendrait désirable. Et donc, on parle du progrès aujourd'hui, mais en fait, le mot, il a quasiment disparu, sauf peut-être dans le secteur médical. On continue à parler des progrès de la médecine, mais on ne parle plus, par exemple, des progrès de l'automobile ou des progrès de l'aviation. C'est des associations qui ne se font plus. Oui, ce qui est étonnant de cette idée de progrès, c'est que le mot progrès, qui vient du latin progressus, tout simplement, désigne un déplacement spatial. C'est le pas. Hein. Et l'idée de progrès a consisté à se greffer sur ce lexique de l'espace en y intégrant le temps. Comment donc un déplacement spatial est-il devenu le symbole, l'emblème d'un passage d'un état vers un meilleur, hein? Comment le meilleur a-t-il été injecté dans un terme Oui, qui quand Jules César dit nos armées progressent, il ne veut pas dire progresse? qu'elles améliorent la qualité de leur Absolument, matériel. absolument. Mm. Hein, donc c'est ça qu'a connu finalement la Renaissance européenne, hein, c'est d'hériter d'un mot qui va signifier un meilleur. Or, aujourd'hui, quand on parle de la crise du progrès, c'est d'abord pour mettre en évidence que nous n'avons plus cette idée du meilleur. Alors que le mot innovation se soit substitué à celui de progrès, c'est intéressant. Et pour moi, ce qui rend la chose très explicite, c'est la référence au modèle évolutionniste ou transformiste. Je pense que l'idée d'innovation, elle
porte en elle une espèce de référence néo-darwinienne. L'idée que, finalement, innover, c'est toujours produire des objets. Hein, c'est autour d'objets qu'on parle d'innovation. Des objets multiples que l'on met en quelque sorte sur le marché. Et l'innovation, eh bien, finalement, elle est le résultat de la sélection, une sélection naturelle, en quelque sorte, de certains objets dont on ne sait pas pourquoi ils sont retenus plutôt que d'autres, mais ce que l'on constate, c'est qu'ils transforment quelque chose, ils font mutation. Tu veux dire que l'innovation, elle est darwinienne et que le progrès est lamarckien? Absolument, absolument. L'idée de progrès suppose une continuité, un continuum. Ce qu'on a appelé quelquefois, à propos de Lamarck, l'épopée de l'obscur. Il y a quelque chose qui se déroule et qui, envers et contre tout, est en train de s'installer. Ça, c'est du lamarckisme. L'idée d'innovation, c'est l'idée d'objets qui vont finalement s'agencer dans un environnement qui connaît des pressions sélectives, et ces pressions sélectives vont consister finalement à identifier les objets qui méritent de survivre. Est-ce qu'il n'y avait pas une sorte d'utopie dans l'idée de progrès, au sens où les gens pensaient qu'en décidant de ce qu'on veut, on allait faire les choses qui allaient permettre de réaliser ce qu'on veut, comme si on pouvait dire à l'avance ce que vont faire les choses que nous faisons. Absolument. Or, l'histoire montre que quand on invente, par exemple, quand un ingénieur invente, il sait en général pas dire comment son invention va être utilisée par la société ultérieurement. Par exemple, les gens qui ont mis sur pied le web dans les années 80, ce qu'allait devenir Internet, c'est des physiciens du CERN qui voulaient transmettre des données recueillies auprès des expériences à tous les laboratoires du monde sans avoir à tenir compte des systèmes particuliers d'informatique qu'ils utilisaient. C'était ça leur but. Mais évidemment, ils étaient incapables de prédire ce qu'allait devenir le web. Non, mais c'est bien que Et tu donc, on fasses ne peut pas demander à un ingénieur de dire à l'avance ce à quoi va servir ce qu'il fait. Cela étant, c'est intéressant qu'on convoque l'ingénieur et la démarche de l'ingénieur. Parce que l'ingénieur, il se situe quand même dans un contexte, tout comme le scientifique d'ailleurs, dans un contexte mental où c'est avec le hasard qu'il faut rompre, c'est avec le hasard qu'il faut prendre des distances. Et l'ingénieur, même si la réalité de l'ingénieur ne le dit pas, du moins dans le principe, pour le public, l'ingénieur, c'est celui qui a une idée dans la tête et qui met en œuvre les moyens pour la réaliser. Qui maîtrise. Et qui maîtrise. Il est dans une stratégie de maîtrise. Hein, et le lamarckisme que j'évoquais à l'instant, qui connote ce continuum, se situe dans un contexte aussi où on se croit capable d'en finir avec le hasard. Quand Condorcet invoque les sciences et les techniques pour dire qu'elles vont réaliser le progrès, qu'elles vont acheminer l'humanité vers sa réalisation pleine et entière, il est dans la disposition d'esprit de considérer que c'est avec le hasard qu'on va en finir. Or, le modèle darwinien qui connote l'innovation révèle le caractère absolument incontournable, irréductible du hasard. C'est peut-être ça qu'on a découvert aussi. En fait, on a découvert que dans la philosophie de Condorcet, par exemple, même celle de Lumière en général, il y a beaucoup de naïveté. Bien sûr. Quand il pense à un embrayage automatique entre le progrès scientifique, puis technique, puis matériel, puis moral, puis politique. Et puis eux, ils supposent qu'on peut toujours distinguer le bien du mal. Et c'est donc au nom du bien qu'on entame une démarche de progrès. On a bien vu au XXe siècle que c'est quand on a une idée trop précise du bien, on se sent autorisé à faire le mal. Donc ça rend cette philosophie un peu naïve. Mais le fait d'abandonner le mot, c'est peut-être aller trop vite en besogne. Peut-être que si on croit au progrès, on doit faire en sorte de le soumettre à lui-même. C'est-à-dire de le faire progresser, l'idée, de faire progresser l'idée de progrès, en examinant comment, au cours de l'histoire, elle a été condamnée à évoluer. Et donc la retravailler pour qu'elle devienne à nouveau pertinente. Parce que quand même, on parle aujourd'hui du progrès comme on parle du Tour de France, quoi. On dit c'était mieux avant. Mais avec le progrès,
S'il y a eu progrès, ça peut pas avoir été mieux avant. Et d'ailleurs, lesquels d'entre nous seraient capables psychiquement de retourner dans le passé en connaissant la suite de l'histoire? Et est-ce qu'on pourrait vivre en 1950, toi comme moi ou d'autres, en connaissant la suite de l'histoire, c'est-à-dire en sachant comment on vit aujourd'hui? Moi, je crois pas. Je crois pas qu'on pourrait supporter les conditions de l'époque que supportaient les gens de l'époque, qui ne connaissaient pas la suite de l'histoire. Mais nous, par exemple, je sais pas, si on devait vivre sans téléphone portable, on aurait du mal, en tout cas, à s'adapter à un monde sans téléphone portable. Et peut-être qu'on n'aurait pas vraiment le courage physique d'aller chez le dentiste. En 1950, euh, bon, l'idée de progrès, elle avait déjà été dénoncée de manière grandiose. Enfin, Elle était vivace. elle était vivace, mais sur un mode paradoxal. C'est-à-dire, on avait entendu, par exemple, quelqu'un comme Horkheimer dire que le progrès se paie toujours de choses effroyables. Mais quand on dit cela, on le dit, ça vaut toujours la peine, hein, d'endurer, d'encourir ces choses effroyables parce qu'il y aura du progrès. C'est une idée qu'à sa manière, Victor Hugo, dans Les Misérables, scande également. Hein. Le progrès, c'est une fatalité. Hein. C'est une fatalité bénéfique sans doute, mais c'est quand même une fatalité. Hein. Quel que soit l'état de misère du monde, quelle que soit la détresse du misérable, on ne peut pas arrêter le progrès. Est-ce que tu ne crois pas que le sens de cette phrase, on n'arrête pas le progrès, il a changé? Avant, c'était un jugement moral. On disait le progrès c'est une bonne chose, donc vouloir l'arrêter, c'est pas bien. Et donc, ne pas vouloir arrêter le progrès, c'était une sorte de salut enthousiaste qu'on adressait au futur à l'avance. Bien sûr. Alors qu'aujourd'hui, quelqu'un qui dirait on n'arrête pas le progrès voudrait dire que l'évolution technologique s'est émancipée de nos désirs et avance toute seule au gré des possibilités que la science et la technique lui donnent. Et je crois que ça, c'est important ce que tu soulignes là, parce que de fait, on n'arrête pas le progrès aujourd'hui, c'est le constat le plus pessimiste qui soit, et qui signifie que finalement, nous avons perdu les commandes, nous avons perdu l'initiative. Hein. Ce progrès que nous maîtrisions dans l'esprit des Lumières, eh bien, ce progrès, il nous a échappé. Et aujourd'hui, la mise en évidence des méfaits de la technologie consiste toujours à souligner que c'est l'initiative que nous avons perdue, la part que prend l'IA, On n'en parlait pas il y a l'intelligence 20 ans, l'IA. artificielle dans nos esprits aujourd'hui. L'IA connote toujours la perte des commandes. Oui. Et c'est ça peut-être aussi que traduit cette mise en cause de l'idée de progrès aujourd'hui, c'est le fait que nous ne sommes plus les sujets du progrès. Je crois qu'il y a 20 ans, il y avait encore une très forte attractivité pour la science de la part des jeunes, en tout cas dans les domaines de sciences fondamentales, physique des particules, astrophysique, cosmologie. On sent que cette tendance est un peu moins forte aujourd'hui parce que les jeunes prennent conscience d'urgence. Voilà. Et ils veulent se mobiliser plutôt sur des thématiques qui sont liées à ces urgences, comme par exemple le changement climatique, la transition énergétique, comme si on devait arrêter de rêver pour s'occuper des priorités du moment. Oui, mais je crois qu'il y a 20 ans, la science était déjà très égratignée dans nos esprits. Il y a 20 ans, intellectuellement, quelqu'un comme Paul Feyerabend avait créé une espèce de traumatisme en annonçant que, à son avis, la science n'était qu'une mythologie comme une autre, c'est-à-dire la science raconte des faits, mais cette narration, elle a une part d'arbitraire, hein, qui tient au contexte d'hégémonie de l'Occident, qui tient à des forces économiques, qui tient à des choix politiques. Mais la science n'a rien d'un absolu. Cette idée, elle a fait son chemin progressivement. Et on en a déduit que finalement, la science était intéressante pour autant qu'elle avait un impact pragmatique, qu'elle changeait les choses. Hein. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, effectivement,
les jeunes peuvent encore privilégier la science, pour autant que la science leur octroie des bénéfices. Mais la science spéculative, cette science pour rien, ou cette science pour son esthétique, elle a perdu quand même beaucoup de son impact. Alors on voit ça parce qu'il y a un projet d'accélérateur pour le très long terme que l'Europe tente de valoriser et même de décider bientôt, qui s'appelle le FCC, 92 km de circonférence. C'est un accélérateur qui fait des collisions de particules dans un tunnel qu'il faut creuser pour 2060, 2080, etc. Et en effet, le pouvoir attractif de ce projet est moindre que les projets qu'on pouvait défendre à la fin du XXe siècle. Quand en France on parle du futur, on parle de 2027. On ne va pas au-delà. Et je pense que psychologiquement, c'est hyper dur, notamment pour les jeunes. Euh, on parle d'éco-anxiété, mais pour en fréquenter quelques-uns des jeunes, je vois bien il y a l'éco-anxiété, bien sûr, le climat, etc., mais il y a aussi le fait que le futur n'est pas inséré dans un récit, de sorte qu'ils doivent décider pour eux-mêmes quelle voie ils vont choisir, avec la peur d'ailleurs d'être concurrencés par l'IA dans tous les métiers qui leur sont aujourd'hui proposés, quoi. Et le fait que le futur ne soit pas l'objet d'une représentation préalable fait qu'il est colonisé. La nature hors du vide. Donc le futur, le vide du futur, il est colonisé par toutes sortes de catastrophes qu'on nous annonce, et c'est pas évident à supporter psychiquement. Ah ben c'est sûr. Le présentisme est extrêmement anxiogène, hein, par définition. Mais on n'a pas non plus la faculté de créer des philosophies de l'histoire à la demande, hein. Si on n'a plus de philosophie de l'histoire, c'est que précisément il n'y a plus de vection, il n'y a plus de vecteurs qui nous orientent Mais est-ce vers, que tu crois pas que l'an 2000, du coup, c'était un effet purement numérologique? 2000, c'était un changement de siècle, de millénaire même. Donc on l'a choisi comme date symbolique, comme une sorte de jalon qu'il fallait franchir glorieusement. Et puis aujourd'hui, les dates sont telles qu'on n'arrive pas. 2050, 2100, c'est des nombres finalement banals. Et on a du mal à se projeter comme si Alors on essaye on de le était orphelin d'un symbole qui nous rend ouais. le futur attractif. Alors, on essaye de le faire. Dans le monde de l'entreprise, par exemple, on voit les chefs d'entreprise essayer de faire de la prospective à 2050, hein. C'est 2050 qui aujourd'hui est finalement le point de fuite du monde de l'entreprise. Parmi les bouleversements majeurs, je pense qu'on est obligé d'évoquer la Covid. Ça me paraît évident que ça a été un traumatisme planétaire qui a révélé une situation de fragilité que l'idée de progrès cherchait à démentir. Tout à coup, l'humanité s'est trouvée ravalée à son animalité, si je puis dire, puisque on a dû réagir viscéralement à quelque chose qui ne se laissait pas métaboliser intellectuellement. Donc, la Covid a réalisé, oui, une espèce d'électrochoc, hein. Tout à coup, on s'est dit que on se racontait des histoires depuis des siècles en imaginant que nous étions en train de construire une situation où nous serions maîtres et possesseurs de la nature, où nous serions en tout cas à l'origine de ce que nous sommes, c'est-à-dire l'autonomie, notre autonomie, qui était le maître mot de la modernité. La modernité, c'était destiné à nous rendre autonomes, c'est-à-dire à nous donner la loi de notre fonctionnement. Tout à coup, l'autonomie partait en miettes, hein, et on disait, non, on n'est pas autonome, on est toujours hétéronome, on est toujours subordonné à quelque chose qui peut tout à coup nous barrer le passage. Les pandémies, d'une façon générale, nous ont révélé que nous racontions des histoires, hein, y compris la séparation de l'humain et de l'animal. Tout à coup, on a pu percevoir que nous étions finalement encore hantés
dans le règne animal et que nous n'avions pas fait des progrès dans la séparation qui connotait normalement la culture. En fait, la naïveté des Lumières, c'est d'avoir pensé que les humains étaient des êtres d'anti-nature. C'est-à-dire, si on comprend les lois de la nature, on peut échapper à la nature. Bon, et on se rend compte que la séparation est poreuse, la nature rétroagit sur nous. Donc, avant la Covid dont tu parles, moi, je pense que la prise en compte de la réalité du changement climatique d'origine anthropique a joué un rôle, puisque l'idée de progrès suppose qu'on peut configurer le futur à l'avance d'une façon crédible et attractive, et c'est la science qui donne de la crédibilité au projet. Le progrès, c'est pas l'utopie, hein. Il faut qu'on sache dire comment on atteint cet état qui est désiré. Et là, la science, sur ces questions-là, nous dit des choses qui sont crédibles, mais qui sont pas attractives. Et que nous ne Donc croyons l'idée pas. de progrès est prise en porte-à-faux, et on se met à douter. Mais de là à liquider la science au motif d'un mauvais usage du monde, il y a un pas que moi je franchis pas, puisque c'est pas avec la physique d'Aristote qu'on va résoudre des problèmes de climat, et c'est pas avec la biologie de Pline l'Ancien qu'on va résoudre les problèmes d'épidémie, hein. Ce qui peut être intéressant, effectivement, c'est de marquer aussi dans les 20 dernières années, c'est la promotion d'une illusion associée à ce qu'on appelle aujourd'hui le transhumanisme. L'illusion selon laquelle les sciences et les technologies les plus élaborées, celles qu'on regroupe souvent sous l'acronyme NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, sciences informatiques et sciences cognitives, cette convergence technologique pourrait nous arracher à tous les éléments de finitude, de fragilité qu'on associait à la définition de l'humain jusqu'à présent. Bon, personnellement, je peux témoigner de la manière dont les arguments transhumanistes se sont infiltrés dans notre quotidien, au point maintenant de pénétrer l'esprit de nos contemporains. Les travaux que j'ai pu suivre et un petit peu agencer sur le transhumanisme, ça date de 2008, 2007, 2008, bon, à une époque où on considérait que c'était de l'ordre de la science-fiction. On entendait des gens qui disaient que grâce aux sciences et aux techniques, on allait pouvoir supprimer la naissance, supprimer la douleur, supprimer le vieillissement, supprimer les maladies et supprimer la mort. Bon, tout ça faisait ricaner. Or, aujourd'hui, c'est des choses qui sont maintenant crédibilisées par des médias qui peuvent afficher des pages sur les recettes pour acquérir l'immortalité. C'est crédibilisé aussi et très très légitimement dans le domaine de la médecine où de fait des perspectives s'ouvrent. Mais ce que je dirais pour résumer cette avancée des thèmes transhumanistes ces 20 dernières années, c'est que ces thèmes-là ne militent pas en faveur du progrès. Ça n'est pas le progrès qui est visé par les transhumanistes, c'est la rupture. C'est la rupture et une rupture qui nous amènerait vers quelque chose qui ne serait plus du transhumanisme, mais du post-humanisme. Tu veux dire que les post-humanistes sont des gens qui pensent, c'est des survivalistes finalement, ils pensent que l'humanité est fichue si on n'opère pas des transitions radicales aidées par la technologie qui permettent à certains, pas tous, c'est pas le genre humain qui est concerné, c'est quelques-uns qui pourraient s'en sortir grâce à la technologie. Les post-humanistes, ils ne projettent rien, à vrai dire. Les post-humanistes, ils attendent cette rupture mutationnelle qui ferait advenir autre chose que l'humain. Autre chose que l'humain. Les post-humanistes sont des gens qui considèrent que l'humanité a fait son temps. Elle est née à un moment donné et elle doit mourir à un autre moment. Tous les grands penseurs l'avaient déjà dit depuis longtemps. Le monde est plus ancien que l'humain et le monde continuera après l'humain. Et les post-humanistes sont des gens qui ont cette espèce de
de fantasme, le fantasme que nous sommes en train de préparer simplement le terrain pour une rupture. Alors cette rupture, il y a quelques années, on l'appelait la singularité. Ray Kurzweil, le pape du transhumanisme, annonçait la singularité, c'est-à-dire cette rupture que constituerait l'intelligence artificielle. Alors il l'a annoncé pour 2030, il l'a annoncé pour 2045 maintenant. Pour lui et pour les transhumanistes convaincus par son discours, il est à peu près évident que il va y avoir cette rupture qui signifiera la disparition de l'humain en tant qu'agenceur de son existence, et c'est les machines qui vont prendre la relève. Et il dit que le danger d'aujourd'hui ne vient pas de la multiplication des machines, mais du nombre croissant d'humains qui sont formés depuis l'enfance à ne rien désirer d'autre que ce que peuvent donner les machines. Eh oui, c'est Et fabuleux. ça, c'est quand même une rupture radicale, hein, et elle se produit aujourd'hui. Valérie a dit la même chose. Quand on est aidé par la machine, on devient incomplet, puisqu'on perd en autonomie. Le fait que les machines, enfin les machines, c'est un terme qui est un peu réducteur, hein. Tout ce qui irrigue finalement notre rapport au monde par une médiation technique, finalement, devient tellement prépondérant que ça change la façon d'être au monde, d'être avec les autres, ça change le statut de la connaissance, ça pose la question de savoir qu'est-ce qu'on dit à des étudiants qui sont dans un amphithéâtre, qui ne pourraient pas apprendre ailleurs par d'autres moyens que l'écoute de la parole du professeur. Comment est-ce qu'on les évalue? On les évalue soit en voyant s'ils sont capables de se passer des machines, aussi au contraire, en regardant s'ils sont capables de bien utiliser les machines. Donc ça crée une sorte de querelle des anciens et des modernes dans le corps enseignant. Ça, c'est des questions qu'on ne se posait pas vraiment il y a 20 ans. C'est sûr. Le fait que le livre devient quelque chose d'assez périphérique dans leur paysage intellectuel et dans leur pratique quotidienne, ça, c'est des ruptures qu'il y a 20 ans, il me semble, toi peut-être, parce que tu parlais beaucoup du transhumanisme à une époque où on rigolait un peu, en effet, en disant l'immortalité, augmenter la longévité peut-être, mais de là à envisager l'immortalité, il y a quand même un saut qui n'est pas négligeable. Mais cette hybridation change énormément de choses dans le rapport que les individus ont avec leur environnement, Oui, oui. de façon plus intense que ce qu'on pouvait percevoir il y a 20 ans. Par exemple, le télétravail il y a 20 ans n'existait quasiment pas, et il y avait encore des collaborations dans les laboratoires entre les chercheurs qui se parlaient avec les ingénieurs, alors qu'aujourd'hui, quand on va dans un laboratoire, on voit essentiellement des gens devant un écran. Oui, donc il y a une modification radicale qu'il faut interpréter en termes de rupture. Hein. Toi, tu dis on est en train de devenir des objets, parce que les interactions qu'on a avec des objets se démultiplient. D'ailleurs, chaque jour, je crois que c'est dans ton livre sur les objets, on reçoit plus d'ordres qui viennent des machines que d'ordres qui viennent d'humains. La voiture qui réclame qu'on mette notre ceinture de sécurité, etc. Qu'il faut pas oublier nos bagages dans le métro, etc. On reçoit. On est dans une société d'injonction, hein, effectivement. On est enjoint de satisfaire aux exigences d'objets techniques, d'objets élaborés, certes, hein, mais d'objets néanmoins. Et de fait, je crois que c'est ça la réalité de l'humain. L'humain va de plus en plus souhaiter fusionner avec ces objets. Ce qui est sidérant avec l'intelligence artificielle, c'est de constater que nous déployons des trésors d'inventivité pour réaliser des machines qui vont nous rendre superflus. C'est ça qui est cette espèce de pulsion à déléguer l'essentiel de nos vies sur des machines. Hein, comme s'il y avait une panique chez les humains, hein, qui tout à coup ne pourraient pas accepter l'idée d'être à l'origine des choses. Comme si être à l'origine des choses, ce serait se mettre en danger. Hein. C'est un petit peu comme dans un avion, lorsqu'on vous annonce que le pilote va prendre les commandes,
ah ben, vous commencez à baliser et à vous dire que ça va mal se terminer, hein. C'est un petit peu ça, hein. Ben, je crois qu'à l'échelle à grande échelle, c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, j'évoquais les chefs d'entreprise euh, et la prospective qu'ils situent à 2050. J'ai eu l'occasion de fréquenter euh, des, des chefs d'entreprise regroupés dans un organisme qui s'appelle le CIGREF, hein, qui fédère des entreprises liées au numérique et qui ont produit, il n'y a pas très longtemps, un rapport de prospective à 2050. Et dans ce rapport, bah, ils sont convaincus, et c'est par là qu'ils concluent, que les choses vont considérablement évoluer grâce à l'informatique quantique. L'ordinateur quantique est à la clé pour eux de tous les progrès en termes de productivité, donc de vitesse de calcul, etc. Pour eux, c'est l'Eldorado. Il n'y a qu'une chose qui les effraie, c'est la possibilité qu'il y ait des orages solaires. L'orage solaire est l'espèce de monstre qu'on voit à l'horizon chez les plus optimistes des prospectivistes, hein, qu'on voit à l'horizon et qui pourrait casser la dynamique que l'ordinateur quantique pourrait nous donner par ailleurs. Alors si j'évoquais ce trait-là, c'est pour souligner que d'un côté, il y a la fatalité naturelle que serait l'ordinateur quantique, et puis de l'autre, il y a la fatalité optimiste et prospectiviste pour le chef d'entreprise que constituerait la machine qui, de toute façon, n'a plus besoin de nous, ou a de moins en moins besoin de nous. Alors, sur l'IA, moi, j'ai pas un avis tranché. C'est-à-dire, je ne sais pas si l'IA va démuscler nos cerveaux ou si, au contraire, elle va nous obliger, à cause de la concurrence technique qu'elle met en place, à faire mieux les choses que seul l'humain peut faire. Parce que l'IA, elle mime l'intelligence, mais elle n'a pas une conscience d'elle-même, pour l'instant en tout cas. Alors, pour moi, l'intelligence, elle suppose la conscience de soi et la capacité à argumenter. Cela dit, moi, et ce qui me fait être content d'être vieux, j'aimerais pas vivre comme les jeunes d'aujourd'hui dans un monde qui va être colonisé par l'IA. Par exemple, étudier à une époque où il y a l'IA, moi, ça ne m'aurait pas plu. La fréquentation des bibliothèques, l'assistance à des cours donnés par des bons professeurs, moi, ça m'a tellement plu. Le travail en équipe, plutôt qu'avec des écrans, j'ai trouvé ça extrêmement épanouissant et j'aurais du mal à n'être en conversation qu'avec des machines plus ou moins sophistiquées. Au fond, il y a rien de meilleur pour un individu que de trouver des raisons d'avoir à quitter le monde à un moment ou un autre, hein. Donc de toute façon, tu peux pas être le critère d'évaluation de la situation présente. Mais quand tu évoquais l'intelligence artificielle consciente d'elle-même, eh oui, mais c'est ça que visent les prospectivistes plus ou moins transhumanistes, c'est réaliser une intelligence artificielle consciente d'elle-même. Et pour rendre une intelligence consciente d'elle-même, il faut d'abord déjà avoir un peu d'évaluer la conscience de soi des humains eux-mêmes. Il y a quand même un gros problème d'énergie, hein. Le cerveau humain, c'est 30 watts de puissance. Oui, et puis Voilà. Euh, et alors? les machines, quand tu poses une question à Google ou à ChatGPT, c'est beaucoup plus de puissance. Bah, il faudra la fournir. Oui, d'accord. Elle va pas la trouver toute seule. Mhm. Donc il y a la question de l'énergie. Un data center, c'est 1 gigawatt, hein. C'est un réacteur nucléaire. Donc Oui, oui, oui. Bon, donc là, il y a des problèmes effectivement qui sont des problèmes techniques, mais qui sont ceux qu'affrontent les transhumanistes de tous bords ou les oligarques de la Silicon Valley. dans l'idée de progrès, il y avait l'idée qu'on finirait par pouvoir se reposer. Quand Jean Perrin a inauguré ce qu'allait devenir le CNRS juste avant la Deuxième Guerre mondiale, il dit, dans quelques décades, alors décades, il voulait dire décennies, hein, dans quelques décennies, on aura tellement de temps libre, grâce aux progrès techniques, qu'on pourra s'intéresser à la science et l'apprendre. Il s'est un petit peu trompé, mais il y avait l'idée que, après avoir consenti les efforts nécessaires, l'humanité, tirant parti des progrès qu'elle a réalisés, pourrait
finalement se reposer. Et en fait, on voit qu'il y a toujours des nouveaux problèmes. Le changement climatique est arrivé là, sans crier gare, si j'ose dire. Et la question est de savoir qu'est-ce qu'on doit faire, sachant qu'on ne pourra pas se reposer. On va devoir agir. Et comment tenir compte dans ce qu'on veut de ce qu'on sait. Alors pendant très longtemps, et ça, c'était d'ailleurs très vivace quand l'IHEST a été créé, il y avait beaucoup de gens qui développaient toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savions. Et c'est ça. Et on les écoutait, hein, la science et le doute, etc. Bon, aujourd'hui, ces voix se font moins entendre. On a pris conscience que ce phénomène existe vraiment. Il y a des constantes de temps qui font que on sait prédire sous quelques décennies ce qui va se passer en termes d'augmentation de température. Et on voit que ça provoque des bouleversements radicaux. Et la question est de savoir que faire, sachant que il y a une partie de ce qui va se passer qui va dépendre de ce qu'on va faire. Et comme on ne sait pas dire ce qu'on va faire, on a du mal à dire ce qui va se passer. En tout cas, ça plombe l'ambiance, notamment chez les jeunes. Et pour revenir au débat sur le FCC, la machine dont je parlais tout à l'heure, il y a des gens qui nous disent, mais quand la température sera de 3 degrés supérieure à celle d'aujourd'hui en moyenne, est-ce que les gens continueront à s'intéresser à la question de savoir si le boson de Higgs, cette particule qu'on a découverte en 2012, a des partenaires chargés électriquement ou pas? Voilà. Quelle sera notre libido de connaissance quand on aura à gérer des questions pratiques de façon beaucoup plus intense qu'aujourd'hui relativement au climat? Autre chose, l'idée de progrès telle qu'elle a été pensée au siècle des Lumières, quand on lit Condorcet, il parle du genre humain. Donc c'est l'humanité dans son ensemble. Ouais, Euh, c'est l'idée que et en fait, le progrès concerne l'espèce plus que l'individu. voilà. Et là, la question, c'est le changement climatique va provoquer des migrations. Il y a des zones habitées aujourd'hui qui seront plus habitables dans quelques décennies. Donc il y aura des migrations climatiques. Comment est-ce que ça va se passer, quoi? Et donc, est-ce que le changement climatique ne porte pas en lui, au moins symboliquement, l'idée de guerres futures qui seront inévitables? Le mot inévitable est fondamental dans tout ça. Je pense que la dimension géopolitique ou la dimension cosmique, l'échelle cosmique, euh, souligne encore davantage le fait que la- l'idée de progrès s'est complètement effacée derrière le constat de la fatalité. Hein. Moi, je crois que tout ce que tu as évoqué à l'instant supposait qu'il y ait encore un pilote dans l'avion, hein, qui euh, finalement euh, puisse évaluer son mode d'action à l'aune des résultats. Mais si les résultats ne sont plus tributaires de l'action que nous menons, c'est là qu'est le vrai problème. Et le changement climatique, on a beau avoir fait beaucoup de progrès, entre guillemets, dans la prise de conscience du caractère anthropique de ce réchauffement climatique, on n'est pas à l'abri d'une espèce de régression sur ce terrain-là. Hein, et on a avalisé en quelque sorte le phénomène du réchauffement de telle sorte que, Tu veux dire qu'on est passé de l'idée de la lutte oui, contre oui, à l'idée d'une adaptation. d'une adaptation, hein, de même que l'intelligence artificielle qui nous enjoint de nous adapter à elle. Hein, j'ai horreur de ce lexique, mais je n'entends que cela. Il faut s'adapter à l'intelligence artificielle. Eh bien, concernant le changement climatique, l'idée qu'il faut s'adapter, se faire à l'idée du retrait du trait de côte, réviser l'architecture, etc., c'est toujours une démarche d'adaptation devant des forces qui sont tellement incommensurables avec notre pouvoir que, de toute façon, si on ne déclare pas forfait, on est quand même toujours très très largement dans le baroud d'honneur. Hein. C'est le baroud d'honneur qui me paraît connoter beaucoup le volontarisme aujourd'hui. On fait quelque chose, mais on sait que de toute façon, ça va mal se terminer. Hein. Ben, enfin,
C'est un constat existentiel que font tous les humains, hein. L'idée de progrès, elle suppose une dose d'illusion, et c'est la désillusion qui caractérise quand même notre époque, hein. Et même lorsqu'on reste volontariste comme tu l'es en tant que scientifique, on voit bien que c'est très très fragile, et que l'idée de transmettre, de communiquer un message à la jeunesse qui lui redonnerait cette dynamique, cette impulsion à vouloir travailler pour l'espèce, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est de travailler pour la sauvegarde de l'espèce et non plus seulement de l'individu. Il y a du boulot. Et le fait que Bernanos ou Valéry, qui ont écrit dans les années 20, 30, des choses qui sont absolument percutantes pour nous aujourd'hui, n'aient pas été entendues, est quand même l'indice de cette grande difficulté à accueillir des enseignements bon, qui pourraient nous faire aller de l'avant, qui pourraient nous faire réagir. Moi, je distingue, je l'ai rappelé tout à l'heure, le progrès et l'utopie. L'utopie, c'est l'invention libre d'un monde alternatif. Dans les progrès, il y a l'idée qu'on indique le chemin qui permet d'atteindre à une société, disons, un mode de vie qu'on a configuré à l'avance, et on travaille à le faire advenir. Bon, moi, je pense qu'il pourrait être intéressant de faire une expérience de pensée, consistant à relire les philosophes du progrès, Condorcet, Diderot, l'encyclopédie, etc., et à imaginer qu'on les met dans une capsule temporelle, qui les fait atterrir chez nous en 2026 ou 2027. Évidemment, on va pas leur montrer d'un coup notre monde d'aujourd'hui. Ils vont être paniqués, je pense. Ils vont être éberlués, ils vont pas comprendre. Ils vont sans doute avoir l'impression qu'ils ont changé de planète. Mais on leur organise un petit voyage particulier avec des étapes successives. Et on essaie d'imaginer, compte tenu de ce qu'ils ont écrit, quelle serait leur réaction dans telle ou telle situation dans laquelle on les place. Et on voit que c'est assez facile d'imaginer les situations. Ils vont être enthousiasmés. Ils vont voir qu'on est allé beaucoup plus loin que ce qu'ils avaient imaginé. Et puis d'autres situations, ils vont être catastrophés. Par exemple, s'ils découvrent que l'école est obligatoire et qu'on peut apprendre en terminale, en classe de terminale, des mathématiques que d'Alembert ne connaissait pas. Ils vont dire, tiens, vous avez progressé. Et puis tout le monde peut apprendre ces choses, ce qui n'était pas le cas à leur époque. Ils n'avaient pas imaginé l'école obligatoire, hein, à l'époque du XVIIIe siècle. Et je sais pas, on pourrait leur dire, vous savez, au XIXe siècle, on a découvert une nouvelle force physique que vous ne connaissiez pas, la force électromagnétique. Et quelques temps plus tard, des ingénieurs très inventifs ont mis sur pied un dispositif qui permet d'avoir le son et l'image dans tous les foyers, la télévision. Ah, ils vont être épatés, ils vont dire, qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Vous avez retransmis les cours du Collège de France dans tous les foyers, et là, vous les placez un samedi soir devant une chaîne commerciale. Et ils vont se dire, mais qu'est-ce que vous avez fait là? Qu'est-ce que vous avez fait de cette possibilité technique qui permettait d'éduquer la population? Au contraire, vous veillez scrupuleusement à la bêtise. N'avez-vous pas honte? L'utopie n'est plus de saison non plus, c'est ça qu'il faut bien se dire. Mais c'est intéressant, effectivement, cette expérience de pensée qui consisterait à faire évaluer la validité des grandes Ça nous utopies permettra de faire qui ont été porteuses. un bilan pour nous. Oui, tout à fait. Cela étant, bon, les utopies qu'il faut aussi lire pour le 20e et le 21e siècle, c'est Samuel Butler, Erewhon, Walden 2 de Skinner. Enfin, il y a quantité d'utopies qui sont finalement des dystopies, hein, et qui ne nous sont d'aucune utilité. Mais on pourrait aussi s'amuser à les évaluer, voir si ce que redoutait Samuel Butler dans Erewhon s'est réalisé ou pas. Vous savez, en gros, tu connais cette dystopie, hein, qui raconte comment un voyageur qui accoste sur une île euh, n'est pas plutôt sur la terre ferme qu'on lui tombe dessus et on le met en prison, et il comprend pas du tout pourquoi on lui réserve ce sort alors qu'il est tout à fait pacifique, et on lui explique qu'il porte une montre au poignet
hein, et que le port de la montre est complètement proscrit dans cette société, comme le sont tous les automatismes, tous les mécanismes, parce que on a l'intuition dans cette communauté que si on laisse s'installer un automatisme dans la société, eh bien la société Je suis mal barré, j'en ai deux. courra sa perte, oui, absolument. Je cours à ma double perte. Complètement, hein, parce que on ne pourra jamais arrêter des automatismes, et la montre est le symbole même de cette espèce de ferment, de ruine que constituerait la société technologique. On pourrait finalement confronter à notre état d'esprit aujourd'hui cette dystopie qui a été écrite dans les années 25, 30, hein, là aussi. Non, je crois que, bon, si on se pose la question de savoir est-ce qu'il y a encore une possibilité de réactiver des utopies pour répondre à la situation dramatique que nous avons décrite jusqu'à présent à propos de la contestation de l'idée de progrès, je crois qu'on est mal parti. Le sens même de la narration que suppose l'utopie présuppose une ambition de transformer les choses. Or, est-ce que nous avons encore l'ambition de transformer les choses en quoi que ce soit? Moi, je pense qu'il y a une motivation qui peut venir de l'idée de combat. C'est-à-dire, quand on perçoit les dangers qui nous menacent, ça peut donner envie de combattre. Par exemple, le fait que les jeunes, quand ils cherchent un travail ou un sujet de thèse, nous posent une question que nous, on ne posait pas, qui est: pourquoi vous étudiez ça? En 2 mots. Pourquoi? Dans quel but? Pour moi, ils demandent de la finalité. Ils ne demandent pas que ce soit facile. Ils ne demandent pas que ce soit... Ils demandent à quoi ça sert. Ils veulent que ça ait un sens, compte tenu de ce qu'on sait, dans le contexte où nous sommes, de faire ceci plutôt que cela. Et il me semble que quand on sait pourquoi on se bat, quelle que soit la raison de ce combat, la question du sens de la vie est à peu près réglée. Pourquoi on se bat? Pourquoi on se bat? Pour quelle chose on se bat? Mais poser la question, c'est encore s'inscrire dans le contexte de cette idée de progrès qui conduit à un meilleur. Il faudrait qu'il y ait Pas un forcément meilleur. un meilleur. Mais Si. non, ça peut être Ou empêcher le une pire. sauvegarde. Empêcher le pire. Empêcher le pire, d'accord. Et empêcher le pire, c'est déjà pas mal. Ouais. Oui. L'idée de progrès peut se retrancher dans l'idée qu'on va faire moins pire que le pire. C'est déjà pas mal. Il y a 20 ans, on s'amusait déjà avec l'anagramme de l'idée de progrès, qui est le degré d'espoir. Hein. À t'écouter, le degré d'espoir, c'est un petit degré. Non, mais je crois qu'on ne reviendra pas à l'idée emphatique de progrès. Hein, cette idée d'un progrès pour la planète, pour l'espèce, etc. On ne pourra pas recrédibiliser cette idée-là. Je pense que ça supposerait trop de sacrifices intellectuels. Bon. Par contre, l'idée que la mondialisation, que la planétarisation de nos problèmes nous incite à réaliser des micro-actions, ça, j'y crois beaucoup. Adorno, le philosophe Adorno, après la Seconde Guerre mondiale, disait que finalement, on ne peut plus penser les choses qu'au niveau de l'individu et non plus au niveau de la totalité. Hein, c'est l'individu. Sauver l'individu, c'est la seule chose qu'on puisse s'assigner. Ça, c'est un petit désaccord entre nous, parce que moi, je ne crois pas justement aux micro-actions. Oui, je sais. Moi, mon espoir, c'est plutôt un retour de la politique. La vraie politique. C'est-à-dire qui consiste à discuter collectivement, et pas individuellement, de ce qu'on veut, en tenant compte de ce qu'on sait. Et que la politique cesse d'être une sorte de divertissement télévisuel, par le fait que la politique ne s'empare pas de la question de l'IA, ou très peu, alors qu'elle change l'IA, la vie des gens, dans tous les secteurs. Mais on nous parle d'autres questions qui sont, à mon avis, beaucoup moins importantes et qui ont moins d'effet sur nos vies. Et donc, moi, je crois plutôt au contraire à une sorte de restauration d'un esprit collectif
qui transcende l'individualisme contemporain qui me semble, pour le coup, assez mortifère. Oui, tu restes un homme des Lumières, hein, complètement. Et ça, c'est J'ai pas plutôt dit bien. ça, C'est plutôt bien. Non, 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 mais moi, j'apprécie, même si c'est un peu obsolète. Ça veut dire quoi? Mais, mais non, non, c'est très bien. Mais bon, là, on n'en a pas discuté, mais l'idée de démocratie mériterait également qu'on l'examine au même titre qu'on a Non, examiné l'idée de République. progrès, Non, moi, de c'est l'idée de république, la République. res publica. République. Affaire publique, Ouais, plutôt que démocratie. oui. La démocratie, quand le faux l'emporte sur le vrai, Mhm, ça m'inquiète un peu. ouais. C'est plutôt l'idée de République. Affaire publique. Souvent, quand on discute avec les, les fomenteurs d'intelligence artificielle, ils vous disent, bon, c'est l'éducation, c'est par l'éducation que on saura utiliser les machines à bon escient, c'est par l'éducation que on saura résister à cette espèce de dépossession que toutes ces machines à délégation de pouvoir nous infligent, etc. Bah, oui, je pense que l'éducation reste, à mon sens, une issue, hein, sauf que cette éducation, elle suppose qu'on travaille à transformer la vision qu'on a des choses, hein, et donc on ne fera pas l'économie d'une approche philosophique des problèmes, hein. Enfin, c'est pas très très loin de ce que tu dis, hein. La politique, la philosophie. J'ai quelquefois émis l'idée d'introduire aussi la littérature à la fin d'un livre que j'avais consacré à, à l'homme d'aujourd'hui, intitulé L'homme simplifié. Je concluais précisément sur la littérature, en disant la littérature est peut-être susceptible de réouvrir les yeux intérieurs des étudiants, comme disait une philosophe américaine. La littérature est susceptible de nous redonner une approche symbolique des problèmes dans un monde où précisément la désymbolisation est régnante. Mais là, ça nous fait un point de convergence. Parce que moi, Vas-y, j'écris un petit bouquin qui s'appelle Bibliothèque neuronale. pas mal. C'est une expression de Pierre Michon. Oui, oui, oui. C'est ce qu'il appelle les textes intérieurs, les Ouais. textes qui sont en nous, des livres, qui sont des sortes de passeports intimes par lesquels on se ferait un chemin dans l'existence. Ça me paraît très, très convaincant. La littérature, c'est ce qui nous arrache à l'immédiateté à laquelle nous condamnent les machines qui veulent de la réactivité et non pas de la réflexion. La littérature, c'est ce qui permet de restaurer cette distanciation et cette mise en perspective qui nous Je ne fait pensais pas tellement qu'on défaut. conclurait comme ça, mais ça me va.